Allez, 3, 2, 1. Oh bâtard! Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas. Bonjour à tous les amis, c'est Doc et bienvenue sur la chaîne Le Futur est de retour. Ça fait quelques temps que je suis attiré par les véhicules électriques pour remplacer ma voiture thermique actuelle. Et du coup, j'ai décidé de faire une partie du trajet de mes vacances de Noël en louant une de ces fameuses voitures électriques. Évidemment, pour que les choses se passent bien, je l'ai fait avec le meilleur des véhicules électriques, à savoir une Tesla. J'ai pris une Model 3 Long Range et avec cette dernière, j'ai pu parcourir 360 km. Du coup, ça va pouvoir me permettre de répondre à plusieurs questions qu'on se pose quand on veut passer à l'électrique, à savoir est-ce que le passage à l'électrique va être un pur bonheur ou une succession de galères. Évidemment, à la fin de la vidéo, vous saurez si je conserve mon véhicule thermique, qui est très bien, dont je vais parler d'ailleurs dans la vidéo, ou si je passe définitivement à l'électrique. Je vais également répondre à une question que tout le monde se pose, surtout concernant les véhicules électriques. Quelles sont leurs autonomies? Est-ce que les autonomies sont suffisantes? Est-ce que j'ai pu faire tout ce que j'avais à faire comme je voulais le faire? D'autant que j'ai pris des parcours un petit peu particuliers. Également, comment j'ai fait pour me recharger? Est-ce que c'était la croix et la bannière? Surtout que c'était en pleine campagne, hein. Eh bien, voyons ensemble justement les impressions générales que j'ai déjà eues à bord de cette fameuse Tesla Model 3. On va voir aussi ensemble ce qui fait la particularité de ce véhicule, la particularité des Tesla, donc l'autopilote, mais la puissance, l'autonomie, le fameux réseau de superchargeurs que j'ai pu essayer. Évidemment, je vais vous expliquer tout ça en vous étayant avec des chiffres. La meilleure façon aujourd'hui de se faire une idée sur un véhicule électrique, eh bien, c'est de le louer, en particulier pour plusieurs jours si c'est possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un essai chez un concessionnaire, en général, ça va être 15 minutes à une demi-heure. C'est une demi-heure par exemple chez Tesla. C'est très bien, hein, ça permet d'adorer le véhicule et d'avoir envie de l'acheter, mais ça ne permet pas de réellement voir comment il fonctionne profondément au quotidien et d'en voir surtout les défauts. En général, on a rapidement le temps de voir les avantages, parce qu'on a un commercial en plus de ça, mais on en voit rarement les défauts. Donc le mieux, c'est de la louer. Pour ce faire, moi j'ai décidé d'utiliser un trajet à la base de 500 km pour rejoindre ma famille pour les fêtes de Noël, justement de louer une Tesla. Pour autant, je ne pouvais pas faire les 500 km avec la voiture électrique. Il a fallu que je fasse un compromis entre distance restante de mon domicile et coût, parce que louer une voiture, c'est pas forcément donné, et en plus de ça, louer une Tesla, c'est relativement cher. J'ai donc fait le choix de la louer à Lyon, à une centaine de kilomètres environ de là où habite ma famille, et donc d'utiliser mon véhicule thermique actuel et de faire les 400 premiers kilomètres jusqu'à Lyon. Mon véhicule thermique actuel, justement, c'est un 3008 essence, turbo essence. Il fonctionne au bioéthanol, boîte automatique. Il est relativement confortable, c'est-à-dire qu'il est bien optionné, donc ouais, plutôt confortable. Donc je pense que c'est un bon point de comparaison avec la Model 3, même si clairement en termes de gabarit, c'est pas du tout la même chose, on se rapprocherait plutôt d'un Model Y, mais il n'y avait pas de Model Y de disponible. Pour autant, ça va me permettre de bien justement comparer le confort qu'on peut avoir dans un bon véhicule comme le 3008, parce que c'est réellement un bon véhicule très confortable, avec la Tesla. De Lyon jusqu'au domicile de mes parents, il restait donc une centaine de kilomètres. Je dirais 90-95% de routes de campagne et de petits villages et peut-être 5 à 10% d'autoroutes ou de voies rapides, mais honnêtement je crois qu'il restait vraiment tout juste 5% de voies rapides et même pas d'autoroutes. Donc évidemment c'est là où on en profite le plus parce que les 400 premiers kilomètres que j'ai à faire sont de l'autoroute pure. J'aurais pas pris du tout de plaisir avec un véhicule qui soit électrique ou même avec mon 3008 en fin de compte. Eh bien, on va maintenant passer aux impressions générales que j'ai eues sur cette voiture, à commencer par son design. Quand je l'ai découverte, visuellement, hein, autrement que par des photos, je l'ai trouvée absolument magnifique, donc ça fait une grande berline. Elle est très simpliste, c'est-à-dire que comparé à mon 3008, qui a des lignes relativement agressives, je le trouve vraiment très beau. Mon 3008, je l'aime beaucoup. La Tesla, elle est beaucoup plus sobre, elle fait beaucoup plus classique. Pour autant, elle est très jolie, elle fait très sportive visuellement. Mais elle a des lignes voilà, très douces, très arrondies. C'est pas quelque chose d'agressif. Évidemment, à l'intérieur, tout est épuré au maximum. On est bien dans une Tesla. Ensuite, évidemment, je suis monté dans la voiture. J'ai fait tous mes réglages, sièges. J'ai commencé à naviguer un petit peu dans les menus, mais j'ai fait ça quand même assez rapidement. Il fallait quand même que je rejoigne ma famille. Donc je m'installe. Je découvre quelque chose déjà d'extraordinaire. Quand j'appuie sur la pédale de frein, je passe d'un mode accès, je crois,
à mon mode de conduite, puisque j'avais mis mon mode de conduite, j'étais sorti, j'avais mis des bagages dans le coffre, hop, je passe en mode de conduite. Et ça, franchement, c'est très très bête, mais c'est assez extraordinaire. Alors pour le départ, ça a été assez particulier, puisque je suis parti d'une grande ville, je suis parti de Lyon. Même si j'habite dans une grande ville, ou en tout cas à côté d'une très grande ville, la conduite est assez particulière, surtout quand ce n'est pas notre véhicule, notre propre véhicule. Donc là, la Tesla, il faut savoir que ça a quand même un assez grand gabarit. Alors c'est pas très haut, mais par contre c'est relativement large. Et en plus de ça, ça braque pas beaucoup. Donc sorti en ville, au début j'étais un petit peu inquiet. Et en fin de compte, pas du tout d'inquiétude à avoir, même en ville. Alors à moins de vouloir rentrer dans des petites épingles et dans des mini-ruelles microscopiques, honnêtement, il n'y a pas du tout à s'inquiéter. D'autant plus que, on va en venir, on en reparlera un petit peu plus loin, mais les accélérations d'un véhicule électrique, que ce soit cette Tesla ou une autre, les accélérations du véhicule électrique fait qu'on arrive à s'insérer très très bien dans la circulation. Et ça, c'est super agréable. Par contre, le gabarit reste quand même à prendre en compte. Très rapidement, je sors de Lyon, j'arrive dans un petit village, là où je m'arrête, et je commence à jouer avec l'écran tactile, c'est-à-dire que tout est regroupé sur l'écran central de la Tesla. Il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a que ce grand écran central. Donc je commence un petit peu à me familiariser avec tout, à trouver les menus, les options, à savoir comment ça fonctionne, pour que pour le reste de mon trajet, je n'ai pas à chercher des milliards de choses, même si honnêtement le principal c'est de conduire. D'ailleurs je n'ai allumé la radio quasiment à aucun moment. Je voulais profiter justement du son de la voiture. Donc je me suis arrêté, j'ai testé tous ces menus et du coup j'ai pu savoir un petit peu où se trouvait chacun des menus. On y reviendra d'ailleurs un tout petit peu plus tard pour les menus parce que c'est quand même quelque chose de vachement important. Et en plus de ça, tout vient de changer au mois de décembre avec une très grosse mise à jour. Honnêtement, j'ai pas été perdu. J'ai rapidement trouvé mes marques en tout cas. Ensuite, tout simplement, j'ai repris le volant et là j'ai attaqué le fameux col dont je vous parlais tout à l'heure. Donc mon itinéraire pour rejoindre ma famille passait par un joli col, c'était aussi le but du jeu. J'aurais pu passer par soit de la voie très rapide et donc arriver beaucoup plus vite, soit de la route de village, soit par ce fameux col. J'ai choisi le col parce que justement je voulais voir un petit peu ce que cette Tesla avait dans le ventre. Et donc j'ai tout pu tester, à savoir donc sa puissance, son autonomie et son agilité et son confort. Et on va donc commencer par le confort, donc le confort de cette Tesla. D'abord, ce qu'on entend dire souvent, c'est que les suspensions sont très rigides, que c'est pas très confortable, qu'on n'y est pas forcément bien. D'autant plus que là, j'avais les jantes en 19 pouces, donc ça aurait pu être assez inconfortable. Donc voilà tout ce qu'on entend sur ces suspensions Tesla et ce confort Tesla. Et moi, de mon point de vue, je l'ai trouvé absolument extraordinaire. À faible allure, ça filtre très bien, ça casse pas le dos, je vois pas en quoi c'est inconfortable à faible allure. Et puis dès qu'on commence à rouler, honnêtement, c'est même presque impressionnant. Elles sont assez fermes, parce que oui, elles sont relativement fermes, mais très confortables. Le col que j'ai pris, c'est un col de montagne, la route n'est pas du tout en excellent état, et pourtant j'ai jamais eu de rebond, de bosse ou de gêne concernant justement tout mon trajet. Donc concernant le point du confort, on peut réellement dire que cette Model 3, elle est très confortable. Et j'irais même jusqu'à dire qu'elle ressemblerait en termes de conduite et de confort à une berline plutôt luxueuse, sans vouloir parler de nos chères berlines allemandes. En revanche, un petit bémol concernant ce confort, c'est les fauteuils. Alors les fauteuils sont très confortables, le cuir vegan comme ils l'appellent est très bien, très beau, très propre. Honnêtement très confortable. En revanche, il manque de maintien. Alors j'ai regardé, il est quand même relativement baquet, mais je trouve qu'il manque encore plus de baquet justement pour du maintien. C'est une voiture assez puissante, c'est une voiture qui accroche énormément à la route, en plus de ça elle est en 4 roues motrices, donc vraiment elle accroche, et on a tendance à partir de son fauteuil dans les virages, ce qui du coup est un petit peu dommage pour une voiture comme ça. Donc je pense que les sièges auraient pu être un tout petit peu plus baquets. Maintenant, passons à la puissance. Alors la puissance, c'est subjectif. Mon 3008 fait 165 chevaux, ce qui en soi est déjà très bien et très confortable pour dépasser, ou justement dans des montées, dans des côtes, dans des cols. Donc c'est déjà largement suffisant. Celle-ci en fait 440 à peu près. Alors on n'a pas les chiffres exacts, avec Tesla c'est toujours un petit peu flou. 440 chevaux, c'est absolument aberrant. C'est des scores de sportives, de très hautes sportives. On peut la comparer avec par exemple une AMG A45S. Donc clairement, on a un très haut niveau de sportivité. Et évidemment, quand on monte dans une Tesla, c'est aussi un petit peu le but, c'est de se faire des accélérations.
Donc je me suis fait des 0 à 100 et rien qu'en reparlant, de toute façon j'ai le sourire, je vais vous mettre la vidéo de ces accélérations-là. Je veux dire, c'est génial, c'est excellent, je me suis éclaté. J'ai fait faire des tours de manège à ma famille également, et donc pour eux c'était la même chose. En fin de compte, ils se retrouvaient dans un Space Mountain ou tout autre type de roller coaster, quoi. Les accélérations sont donc démoniaques. Pour autant, ça force pas forcément à rouler très très fort et à avoir une conduite extrêmement sportive. La particularité des véhicules électriques, c'est leur freinage régénératif. Sur la Tesla, il y a un freinage régénératif qui est assez fort, qui est même très prononcé. Je ne m'attendais pas à un freinage régénératif aussi fort. Et ben, c'est très surprenant quand vous lâchez l'accélérateur sur votre voiture thermique. En général, vous avez un petit frein moteur, mais c'est pas non plus, ça vous freine pas. Là, ça freine vraiment énormément. Et du coup, et ben en fait, ça nous incite à avoir une conduite plutôt raisonnable, prudente. Je sais pas comment on peut appeler cette conduite, mais en tout cas, alors moi j'ai déjà une conduite relativement souple à la base, hein, mais pour autant, même quand j'ai voulu rouler un petit peu fort, on roule pas en mode rallye, Formule 1 ou tout ce que vous voulez. Pour la simple et bonne raison qu'on va envoyer des grandes accélérations parce que la voiture en a sous le capot et est capable d'accélérer très fort. En revanche, on va se servir du freinage régénératif pour anticiper le ralentissement avant un virage et quasiment ne jamais se servir des freins. Les seules fois où je me suis servi des freins, c'est quand je suis arrivé vraiment un petit peu fort sur le virage, et quand je dis un petit peu fort, c'était pas non plus comme un gros bourrin. Mais sinon, la plupart du temps, on utilise ce freinage régénératif, ce freinage électrique. Je vais dire électrique parce que régénératif à chaque fois dans une phrase. Ensuite, eh ben, on est dans une Tesla, j'ai voulu tester ce fameux autopilote. Zotopilote. Alors l'autopilote, c'est une fonction particulière de Tesla, c'est un mélange entre le maintien de ligne, le maintien dans la voie, et donc le maintien de distance avec les véhicules qui nous précèdent. Je ne me souviens plus comment ça s'appelle exactement. Et donc en fin de compte, même en lâchant les mains du volant, eh ben, la voiture conduit toute seule. Le premier niveau de cet autopilote, c'est le régulateur simple, mais ça reste un régulateur adaptatif. Voilà, c'est le mot que je cherchais justement il y a quelques instants auparavant. Ce régulateur adaptatif, même quand il arrive une courbe un peu forte, il va ralentir légèrement et réaccélérer à l'issue de la courbe. La voiture va lire les panneaux, donc va nous faire accélérer et ralentir en fonction des panneaux également. Et déjà ça, j'ai trouvé ça super agréable, ça super confortable. C'est ce que j'ai utilisé d'ailleurs le plus souvent. Et ensuite, le niveau supérieur, c'est donc le fameux mode de conduite autonome. Donc là, cette fois-ci, on peut lâcher les mains du volant. Alors, il ne faut pas le faire, il faut bien garder ses deux mains sur le volant, mais on peut lâcher les deux mains du volant. Et en fait, la voiture se met à conduire toute seule. Le volant, le volant tourne tout seul, la voiture prend ses virages tout seul, elle accélère, elle freine toute seule en fonction des panneaux de limitation de vitesse et des véhicules qui nous précèdent. Et si c'est même nécessaire, elle nous propose de doubler. Donc par exemple, elle va nous indiquer sur le grand écran qu'on peut doubler, donc il nous suffit de mettre le clignotant et la voiture va doubler toute seule en vérifiant ses angles morts, tout ce qu'il faut. Donc pour ça, j'en ai pas parlé, mais il y a tout autour du véhicule tout un tas de caméras. Ça, c'est absolument génial. Donc pareil, quand j'ai fait faire des petits tours à ma famille, ça les a tous surpris. Pour certains, ça leur a même fait peur, forcément. Je commence à lever les mains au-dessus du volant, ils étaient un petit peu inquiets. D'autant que la conduite de l'autopilote est un petit peu particulière. Mais ça, c'est vraiment surprenant. Et là où je pense où ça trouve tout son intérêt, c'est en particulier sur voie rapide, sur autoroute, ou alors sur des nationales très très longues où il ne se passe pas grand-chose, comme ça arrive parfois. Pour moi, là, cet autopilote, il a vraiment tout son sens. En revanche, dès qu'on va arriver sur des petites routes de campagne sinueuses avec ville, sortie de ville, sortie de ville, 70, 50, 80, enfin bref, je pense que là, ça va devenir un petit peu plus pénible parce que ça va freiner très tard, c'est-à-dire que ça freine quand ça voit le panneau. Donc ça voit par exemple le panneau d'entrée dans une agglomération. À partir de ce moment-là, si vous étiez à 80, et ben, vous allez utiliser le freinage régénératif pour arriver jusqu'au 50, mais ça reste quand même et trop brutal et trop long, c'est-à-dire qu'il faudrait anticiper, que la voiture voit ce panneau un tout petit peu en avance et qu'elle puisse ralentir déjà avant de passer ce panneau, puisque normalement à ce panneau-là, on est censé avoir atteint la limitation de vitesse qui est recommandée. Et deuxième point très très perturbant, et là pour le coup c'est ce qui m'a fait peur au début et a pas mal fait peur à ma famille, c'est que l'autopilote a tendance à, dans les courbes en particulier, à suivre l'extérieur de la courbe. Alors je pense, c'est mon humble avis, l'autopilote cherche à rester entre les deux lignes. Donc en fait, dans les virages, l'autopilote va faire suivre la ligne extérieure, ce qui est contraire à notre façon de conduire, c'est-à-dire qu'en général, nous, on va vouloir chercher, sans vouloir faire encore le sportif, mais une sorte de point de corde donc, pour passer à l'intérieur de notre virage.
Et bien la voiture, elle, a tendance à faire l'inverse et à prendre l'extérieur, ce qui fait que c'est surprenant et que ça a tendance à nous faire un petit peu peur. D'où le fait que, c'est ce que je disais, pour moi, là où l'autopilote trouve parfaitement sa place, c'est sur autoroute, sur voie rapide ou sur nationale très très longue et très très étendue. Mais on va passer à la troisième partie, et pas des moindres, celle qui fait peur justement au plus de gens possible qui veulent passer à l'électrique ou en tout cas qui en entendent parler mais qui ne franchissent pas le cap, c'est l'autonomie et les recharges. En plus de ça, moi je me suis mis des bâtons dans les roues puisque là où j'allais, donc dans la campagne dans laquelle j'allais, pas de chargeur, pas de superchargeur, alors des chargeurs classiques type 11 ou 22 kW, sachant que la voiture n'en prend que 11 au maximum, mais des chargeurs seulement 11 kW, sachant que je devais voir toute ma famille, donc clairement pas le temps de passer 2, 3, 4 heures à un chargeur ou une nuit dormir dans la voiture pour la charger. Donc je me suis en fin de compte mis des bâtons dans les roues, mais j'avais pas peur, sinon je l'aurais pas fait. Pour autant, ça m'a quand même généré un petit stress, c'est-à-dire que j'ai passé mes 4 jours à me dire « Est-ce que j'aurai assez d'autonomie pour aller à tel endroit? Est-ce que je vais pouvoir faire ci? Est-ce que je vais pouvoir rentrer ?» Parce qu'il fallait aussi évidemment revenir à Lyon et ramener la voiture. Et tout ça, ça m'a quand même fait un petit peu psychoter. Alors, ça m'a fait psychoter parce que c'était ma première fois en voiture électrique sur un si grand trajet et où je devais me débrouiller tout seul. Mais je le savais déjà avant d'avoir cette voiture et je le sais pour l'avenir. En fin de compte, c'est juste une habitude à avoir. C'est comme le fait que, par exemple, avec votre voiture thermique, avec nos voitures thermiques, on fait notre plein, hop, on met de l'essence et on repart. Bon, bah là, il va falloir savoir qu'à chaque fois qu'on veut faire un trajet, il faut la recharger. Le gros point positif, c'est qu'on peut la recharger chez soi si on a un petit peu de temps et qu'il y a des endroits quand même pour la recharger un petit peu plus rapidement si on a un peu moins le temps. Mais en fin de compte, tout ça, ce sera qu'une histoire d'habitude. En allant au centre commercial, on rechargera. Quand on sera chez nous, on rechargera. Sur un trajet, on utilisera des superchargeurs ou en tout cas des chargeurs à charge rapide type Ionity. Donc de toute façon, tout ça, c'est des habitudes à prendre, des habitudes qu'on n'a pas encore, clairement pas encore forcément. Et surtout, l'infrastructure électrique actuelle, qui est déjà pourtant bien développée, va encore se développer et nous pousser à être moins stressé et en fin de compte à ne plus envisager un trajet comme un parcours du combattant. Et vous allez me dire donc comment j'ai fait? Eh bien, premier soir, je me suis rechargé chez mon père. Donc j'ai passé une nuit de 10 heures de sommeil, enfin la voiture a passé une nuit de 10 heures de sommeil dans le garage à recharger, donc une prise classique, standard. Pendant ces 10 heures, j'ai pu récupérer 30% d'autonomie. Eh bien, ça peut paraître peu, mais en fait c'est largement suffisant au vu de ce que j'allais faire pendant ces 4 jours. Mes plus grands trajets, c'était de Lyon à ma famille et de ma famille à Lyon. Mais une fois ces trajets faits, ça restait que de la petite route de campagne, alors avec des accélérations de 3 folies, puisqu'évidemment, je voulais me faire plaisir avec la voiture, mais pour autant, je n'allais pas consommer énormément. Je suis arrivé à 40% chez mon père et j'ai rechargé jusqu'à 70%. J'ai donc récupéré 30%. J'ai refait un petit appoint de 15% dans la journée parce que, encore comme je vous disais, psychologiquement, j'étais pas sûr que j'arriverais à tenir. Donc j'ai refait un appoint, mais cet appoint, en fait, s'est avéré complètement inutile. J'ai roulé, les jours sont passés, j'ai fait des tours, je suis allé voir plein de monde, j'ai joué avec la voiture, j'ai fait faire des tours de manège à ma famille donc avec cette voiture. J'ai aussi activé le mode sentinelle, et ça, c'est pas des moindres. Petit aparté, le mode sentinelle, c'est une activation des caméras autour de la voiture quand elle est stationnée et ça vous permet d'enregistrer en temps réel tout ce qui se passe. Et si jamais la voiture détecte un événement particulier, quelqu'un qui passe trop près, quelqu'un qui l'abîme volontairement ou pire, ce sera enregistré justement sur la carte SD ou le disque dur que vous aurez mis dans la voiture. Il y avait donc ce mode sentinelle d'activer, j'ai fait quelques kilomètres. Dernier jour avant mon départ, en tout cas le retour à Lyon puis chez moi, j'ai rechargé une petite nuit chez ma maman. À ce moment-là, j'ai pu recharger en environ 5 heures près de 15%. Ces 15%, encore une fois, c'était psychologique pour être sûr d'arriver au superchargeur suivant là où je voulais aller. J'aurais pu m'en passer, mais je pense que c'était quand même pas une mauvaise chose de l'avoir fait. Ça m'a permis de me rassurer et de rouler sereinement avec le chauffage, la clim, les autopilotes et tous les accessoires qui vont bien dans une Tesla. Après cette recharge de 15%, je suis parti en direction de Lyon. Avant Lyon, donc que ce soit au nord ou au sud de Lyon, on trouve des superchargeurs. J'ai trouvé un superchargeur. Je voulais vivre ma première expérience superchargeur également. Je suis arrivé à 30% d'autonomie donc sur ce superchargeur. Donc comme je vous disais, j'avais largement de quoi tenir en fin de compte. Et j'en suis reparti avec 80% en seulement 25 minutes de charge. Ça a été extraordinaire.
Donc sachant que la batterie était préconditionnée, je voulais l'enlever à un moment donné pour justement éviter de trop consommer dans cette histoire encore éternelle de psychose, de consommation. En fin de compte, je l'ai laissé. Ça m'a permis de charger à 150 kW. Et du coup, j'ai tout juste eu le temps de faire un petit pipi là où j'ai chargé, de rentrer dans la voiture, de tester Netflix, YouTube sur l'écran principal, qu'il était déjà l'heure de repartir. Donc pour tous ceux qui s'inquiètent du temps de recharge, sachez que sur un superchargeur, c'est extrêmement rapide. Donc pour un trajet énorme comme sur autoroute par exemple, le trajet va vraiment se faire super vite, enfin les charges pardon, vont se faire vraiment super vite. Pour prendre l'exemple d'une aire d'autoroute, vous aurez tout juste le temps de descendre, d'aller faire votre pipi, de boire un petit café, donc admettons 15 à 20 minutes, que vous aurez justement déjà récupéré quasiment autant de pourcents. Donc honnêtement, ça va assez vite. Et pour faire le point un petit peu de la consommation réellement électrique de cette Model 3 grande autonomie, j'ai regardé sur le compteur kilométrique, il m'affichait que pour les 360 km que j'avais fait, j'avais utilisé 18,7 kWh au 100 km. Donc paf, je prends ma calculette, ça fait environ 67 kWh total. Et je me suis aussi amusé à prendre les 76 kWh utiles de la batterie de la voiture et d'utiliser les pourcentages. Par exemple, j'ai chargé 30%, donc 30% de 76 kWh. Bref, toutes ces recharges que j'ai faites, plus donc, le superchargeur, chez mon papa, chez ma maman, au superchargeur. Et donc, j'ai fait le calcul et j'ai atteint 84 kWh. Et là, je me suis dit, waouh, 17 kWh de différence, ça commence à faire beaucoup. Comment ça peut être justifié? Est-ce que c'est la voiture qui ne prend pas tout en compte? Et en y réfléchissant un petit peu, je me suis aperçu que j'avais laissé le mode sentinelle activé tout le long de mon voyage. Je l'ai éteint, je crois, juste une fois quand il était dans le garage de mon père en train de charger donc, sur sa prise. Je l'ai aussi beaucoup utilisé à l'arrêt, c'est-à-dire que dès qu'on l'ouvre, dès qu'on déverrouille les portes et qu'on rentre dans la voiture, en tout cas là, telle qu'elle était configurée, la clim se mettait, ou en tout cas le chauffage se mettait, donc la voiture chauffait également. J'ai joué avec le fameux Light Show qui est sorti là justement pour les fêtes de Noël. Je l'ai fait peut-être une dizaine de fois pour le montrer à ma famille, à mes amis, à tous ceux que je rencontrais. Donc en fin de compte, j'ai passé beaucoup de temps à l'arrêt, à jouer avec la voiture, à faire des choses avec la voiture. Et donc je me dis que ça vient probablement, ces 17 kWh de différence viennent probablement de ça. D'ailleurs, j'en profite pour poser la question aux possesseurs de Tesla, est-ce que vous avez déjà justement vu ce type de différence qu'il peut y avoir entre la consommation estimée et puis votre consommation réelle en kilowattheure? Et si vous aviez des pistes, des suggestions, voire même fait des tests sur l'origine de cette différence-là. Et je serais vraiment très content de pouvoir voir ça en commentaire. Donc, pour conclure, vous l'aurez compris, je suis extrêmement content de cette Tesla Model 3 grande autonomie. J'ai passé un voyage vraiment extraordinaire, je me suis beaucoup amusé, j'ai pris du plaisir et en même temps c'est quelque chose d'extrêmement confortable, futuriste, très geek. Donc j'ai vraiment adoré ce trajet. Pour le comparer à mon 3008, donc, qui est un véhicule vraiment très confortable, je reviens sur ce point, c'est un véhicule thermique, mais il est vraiment très confortable et très silencieux, d'autant que j'ai les vitres feuilletées à l'avant également, comme j'ai pris le pack son focal. Donc en termes d'insonorisation, ils sont très bons tous les deux. Le confort est excellent pour les deux, mais j'ai pris un plaisir supplémentaire avec la Tesla, ce qui a un côté agréable, une seule vitesse. C'est vraiment extrêmement confortable, j'ai vraiment adoré. Maintenant, est-ce que je vais vendre mon 3008 pour acheter une Tesla? Pas tout de suite. Alors pas tout de suite, pourquoi? Pas parce que j'en ai pas envie, ce serait que de moi, je l'aurais déjà fait, j'aurais déjà fait l'échange, voire même j'aurais gardé mon 3008 pour prendre une petite Model 3 en plus. Mais il faut se les offrir, il faut sortir de l'argent pour se les offrir. Et ça, c'est quelque chose qui est tout de suite un petit peu moins facile, même si la moins chère des Tesla, on la trouve à partir de 38 000 €, il faut quand même sortir cette somme d'argent. À la limite, une des raisons qui va me faire un tout petit peu attendre, c'est la mise en marche de la Gigafactory de Berlin et peut-être les nouvelles batteries qu'ils devraient proposer avec. Peut-être que si j'attends un tout petit peu, j'aurai ce type de voiture et qu'en fin de compte, j'aurai gagné quelque chose. Parce que aussi, un point particulier avec Tesla, c'est que quasiment tous les 2 à 6 mois, il y a une évolution assez importante sur les voitures, donc que ce soit Model 3, X, Y, S. Donc ça peut être, par exemple, dernièrement, ils ont mis le coffre électrique, la pompe à chaleur, les panneaux de bois qui continuent sur les portes. Ça peut être des détails, mais c'est assez important. Là, il y a un nouveau processeur qui devrait arriver donc, dans les nouveaux écrans des Tesla, modèle Y et 3, et j'imagine S et X.
Donc forcément, toutes ces choses-là, ça fait que je vais peut-être attendre ces dernières petites évolutions avant de m'en offrir une. Mais en attendant, oui, clairement, j'ai envie de passer à l'électrique. Petit point particulier en plus de ça, j'habite en appartement et donc en ce qui me concerne, j'ai pas de prise électrique, de prise 220 pour pouvoir recharger mon véhicule. En tout cas, quand il est sur le parking, ça va faire beaucoup trop loin, je suis à un certain étage, qui fait que je pourrais pas recharger ma voiture. Et donc, une des galères pour moi, ce sera de la recharger sur d'autres points. En l'occurrence, dans la ville où j'habite, il y a beaucoup de recharges à 11 kW, ce qui, pour moi, je pense, seront largement suffisantes. J'ai un ami qui ne peut pas charger chez lui, qui charge que sur des prises gratuites depuis quelques années qu'il a la voiture maintenant, et il s'en sort parfaitement bien. Donc je ne vois pas pourquoi moi, j'arriverai pas à le faire alors que j'ai un centre commercial à côté de chez moi, avec des prises à 11 kW. Mais justement, si je devais avoir la voiture, ça permettrait de faire une vidéo sur ce type de galère-là, entre guillemets, et de montrer aux gens qui ont peur de s'offrir un électrique à cause de ce type de situation, qu'en fin de compte, il n'y a peut-être pas forcément à avoir peur. Je dis peut-être, je ne l'ai pas encore vécu. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Mais en tout cas, je ne vous abandonne pas puisque je vous dis à bientôt dans le futur où je serai de retour pour de nouvelles vidéos.